On est le 31 juillet 2026 et un communiqué tombe sur les réseaux de Newcastle qui va faire l'effet d'une bombe. Eddie Howe, l'homme qui a redonné vie aux Magpies depuis 5 ans, annonce qu'il démissionne de son poste de coach. Le tout 24 jours avant le début de la nouvelle saison. Et autour de lui, c'est pas le seul à quitter le navire. Quelques semaines plus tôt, c'est Anthony Gordon qui a signé à Barcelone. Sandro Tonali, lui, est parti du côté de Tottenham. Quant à Bruno Guimaraes, le capitaine, il est en passe de s'engager avec le champion en titre, Arsenal. Un exode assez bizarre quand on se souvient du début du projet, car en octobre 2021, personne n'aurait imaginé une seule seconde ce scénario. Newcastle venait d'être acheté par le fonds souverain saoudien, le PIF, pour plus de 350 millions d'euros. Les nouveaux proprios faisaient alors partie des gens les plus riches du monde, et se retrouvent avec un club historique dans un championnat qui n'a jamais généré autant d'argent. Le chemin semblait donc tout tracé. Pourtant, avec les départs du coach, des joueurs et de certains dirigeants, le projet est complètement à l'abandon. Alors comment ce plan, qui semblait parfait, en est arrivé à perdre toute son ambition? Car au fur et à mesure des saisons, l'argent qui devait sauver Newcastle a fini par l'emprisonner. Alors pour comprendre pourquoi ce rachat avait donné autant d'espoir, il faut d'abord remonter avant les milliards. Parce que Newcastle, c'est loin d'être un petit club anglais. On parle même de l'une des équipes les plus importantes culturellement du royaume. Avec déjà un stade, St James Park, de plus de 52 000 places qui domine la ville depuis 1880. Et surtout, une fanbase ultra fidèle, avec une liste d'attente d'environ 50 000 personnes pour espérer un jour s'abonner. Bref, Newcastle, c'est une institution. Sauf que cette institution, elle est mal exploitée depuis des années. Et ça, c'est directement lié au règne de Mike Ashley. Le patron de la marque Sport Direct rachète les Magpies en 2007 pour 134 millions de livres. Et pendant 10 ans, ça va être un festival de mauvaises décisions. D'abord, dès l'année suivante, en 2008, pour se mettre les supporters dans la poche, il décide de mettre sur le banc une légende du club, Kevin Keegan. L'anglais était déjà passé dans les années 90 et y avait laissé un très bon souvenir. Alors quand il revient, tout le monde y croit. Il veut mettre la main sur les transferts et modeler une vraie équipe à son image. Sauf que très vite, Ashley va lui faire comprendre que c'est une simple marionnette. Le vrai boss, c'est lui, Dennis Wise, le directeur exécutif. Sauf que Dennis, il y connaît pas grand chose au foot. Un jour, il appelle Keegan pour lui parler d'un milieu uruguayen du nom d'Ignacio Gonzalez. Il lui dit de regarder ses compiles YouTube et de le signer, sans jamais l'avoir vu jouer, ni même connaître son style. Et c'est à ce moment-là que Keegan comprend qu'on s'est bien foutu de sa gueule, car Gonzalez signe quand même et ne jouera que 38 minutes sous le maillot de Newcastle. Quant à l'anglais, complètement dégoûté, il démissionne quelques jours plus tard et part en disant « C'est mon opinion qu'un manager doit avoir le droit de manager et qu'un club ne doit pas imposer à son manager un joueur qu'il ne veut pas. » Forcément, c'est le bordel et en apprenant ça, les supporters manifestent contre Ashley et Wise. Alors, pour calmer les tensions, la direction doit trouver un nouveau coach et quelques semaines plus tard, elle le présente à la presse. C'est Joe Kinnear. Un gars qui n'a plus entraîné depuis 4 ans et qui n'a pas évolué en première ligue depuis presque 10 ans. Autant dire que le choix, il est assez suspect et très vite, il va s'avérer catastrophique. À peine arrivé, il décide d'accorder quelques jours de repos aux joueurs. Bon, jusque-là, rien de surprenant, même s'il se fait pas mal critiquer par la presse vu les résultats de l'équipe. Mais bon, en soi, c'est sa décision. Sauf que lorsque sa première conférence de presse arrive, il va littéralement péter les plombs. Dans 6 minutes, le mec va insulter les journalistes 52 fois. Et oui, il y a des mecs qui ont compté. Résultat, cette sortie lui vaudra le surnom de JFK, pour Joe fucking Kinnear. Mais c'est à peu près tout ce qu'on va retenir de lui. Car sur le terrain, les résultats sont pourris, avec 4 petites victoires en 21 matchs. Et il doit quitter son poste en février 2009 pour des problèmes cardiaques. Mais le souci, c'est que même sans lui, la saison, elle continue. Et minée par ce chaos institutionnel, Newcastle finit par être relégué en Championship, pour la première fois depuis 16 ans. Alors certes, le club remonte directement la saison suivante, mais Ashley, lui, il s'en fout un peu. Tout ce qui l'intéresse, c'est soit de se faire de l'argent, soit de se faire de la pub. Alors par exemple, en 2011, il décide de renommer St James Park avec le nom de sa société et baptise le stade Sport Direct Arena. De quoi rajouter de la tension avec les supporters, qui décident de saisir le conseil municipal. Et le conseil, il leur donne raison, en votant à l'unanimité pour continuer d'appeler le stade St James Park. Donc on pourrait se dire que le cirque, il est terminé. Mais non.
Ashley va faire encore plus fort. Vous vous souvenez de Joe Kinnear? Il va le faire revenir comme directeur sportif. Voilà, comme ça les supporters, ils ont tout gagné et ils vont arrêter de le faire chier. C'est évidemment un choix lunaire. Quand il arrive pour sa première interview, il appelle Cabaye Johan Kebab et Ben Arfa Ben Afri. Bref, c'est n'importe quoi, il démissionne quelques mois plus tard et son seul palmarès, c'est 0 recrue lors du mercato d'hiver et la vente de Johan Kebab au PSG. Forcément, avec une telle bande d'incompétents, le club y replonge en Championship en 2016. Et c'est là, après 10 ans de gestion catastrophique, qu'Ashley décide enfin de mettre en vente le club. Sauf que mettre en vente le club, c'est bien, mais trouver un repreneur, c'est mieux. Et ça va mettre 4 ans. Pourtant, dès octobre 2017, les négociations avançaient bien. Amanda Stavley, une femme d'affaires britannique, rentre en pourparlers. C'est elle qui avait participé au rachat de Manchester City par Sheikh Mansour, donc les rachats de clubs, elle connaît plutôt bien. À la tête de PCP, elle signe une première offre de 290 millions. Mais Ashley y refuse, hésite. Prend son temps, va voir d'autres acheteurs, revient, ne sait pas ce qu'il veut et au final il épuise tout le monde. Et c'est finalement que début 2020 qu'il décide de se mettre autour d'une table. Et le schéma est plutôt simple. Le groupe PCP d'Amanda prend 10%, les frères Reuben prennent 10% et les 80% restants sont donnés au PIF, le fonds souverain saoudien. Et ça va faire beaucoup parler, que ce soit au niveau politique, économique ou même d'un point de vue éthique. Alors d'un point de vue extérieur, l'arrivée de l'Arabie Saoudite en première ligue pourrait sembler assez anodine. Un pays avec énormément d'argent qui rachète un club, la ligue a déjà eu le cas avec les Émiratis de Manchester City et ça s'est passé sans encombre. Mais avec les Saoudiens, c'est un peu plus complexe. D'abord parce que le pays est en conflit avec beIN Sport, le diffuseur qatari de la première ligue. Les Saoudiens ont banni la chaîne en 2017 dans le cadre du blocus contre le Qatar. Et à la place, une chaîne pirate nommée BOQ est apparue sur le territoire saoudien. C'est cette nouvelle chaîne illégale qui diffuse tout le contenu de beIN, y compris la première ligue. Alors officiellement, personne ne sait qui est derrière, mais officieusement, tout le monde pointe du doigt l'Arabie Saoudite. Résultat, beIN met la pression à la ligue pour faire capoter le deal. Ensuite, la première ligue elle-même n'est pas à l'aise avec ce dossier. Si l'État saoudien prend le contrôle du club, il doit passer le test des propriétaires et des administrateurs. Un document qui vérifie si le proprio peut gérer ou non une entreprise, l'origine de son argent et son casier judiciaire. Or, niveau casier judiciaire, l'Arabie Saoudite, elle est pas ultra vierge. On parle d'emprisonnement d'activistes, de la guerre au Yémen et de l'assassinat d'un journaliste, Jamal Khashoggi. Un crime que la CIA attribuera directement au prince héritier, Mohammed Ben Salman. Alors forcément, avec toutes ces casseroles, le dossier il prend du temps à se démêler. Mais en quelques jours, tout va se régler. L'Arabie Saoudite lève son interdiction sur beIN Sport et le PIF garantit à la première ligue que le royaume ne contrôlera pas le club. Le 7 octobre 2021, c'est donc officiel, Newcastle est racheté pour 350 millions d'euros. Dans les rues de Newcastle, c'est la fête, il y a du supporter partout autour du stade, certains se sont déguisés en saoudiens pour l'occasion, et après des années de galère, le club va enfin retrouver les moyens de ses ambitions. Le problème, c'est que l'euphorie, elle va très vite retomber, car en championnat, Newcastle est en pleine galère. 19e de première ligue, le club se retrouve une nouvelle fois au bord de la relégation. Et même si les milliards y vont arriver, il faut un plan pour sauver ce qui est déjà en place. Alors les dirigeants vont faire un premier choix fort. Ils nomment Eddie Howe sur le banc. Un profil assez étrange, bien loin des noms clinquants. L'anglais avait pris les rênes de Bournemouth dans les années 2010 et avait fait passer les Cherries de la 4e division à la première ligue. Alors lorsqu'Amanda Stavley explique son choix, la réponse est assez limpide. Nous avons été impressionnés par Eddie. Au-delà de ses réalisations à Bournemouth, où il a eu un impact énorme, c'est un entraîneur passionné et dynamique. Il correspond parfaitement à ce que nous essayons de construire ici. Autrement dit, le PIF, il veut pas de strass ni de paillettes. Il veut un bâtisseur capable de structurer leur projet. Et pour l'aider, ils font venir Trippier de l'Atlético Madrid et surtout Bruno Guimaraes de Lyon à l'intersaison. Résultat, avec ses renforts et la mise en place tactique d'Eddie, Newcastle assure son maintien. Et les grandes manœuvres peuvent commencer. Nick Pope arrive au cage, Sven Botman débarque en défense centrale et surtout, Alexander Isak signe de la Real Sociedad pour un record de 78 millions d'euros. Au total, cet été-là, le club dépense plus de 190 millions sur le marché, sans vendre le moindre joueur.
Et ça va payer. Newcastle termine 4e de Premier League avec la meilleure défense du championnat et se qualifie pour la Ligue des Champions pour la première fois en 20 ans. Alors dès l'été qui suit, le club continue de se renforcer avec les arrivées d'Harvey Barnes et de Sandro Tonali, arrachés à l'AC Milan pour 70 millions. Mais c'est précisément à ce moment-là que tout va commencer à s'effriter, car dépenser autant d'argent c'est bien, ça fait rêver et ça permet de construire une grosse équipe assez rapidement. Le problème c'est que contrairement aux Émiratis quand ils sont arrivés à City, les règles de la Premier League, elles ont changé depuis. Aujourd'hui, les clubs ne doivent pas perdre plus de 120 millions cumulés sur 3 ans. Sinon, ils risquent des retraits de points, comme l'ont vécu Everton et Nottingham Forest. Et surtout, la Ligue a mis en place la règle APT. En gros, chaque contrat de sponsoring signé avec une entreprise liée au propriétaire doit être à la bonne valeur du marché. Donc quand Newcastle signe son contrat maillot avec Cela, une agence événementielle détenue par le PIF pour 30 millions par saison, ça fait tiquer. Est-ce que ce contrat est au bon prix ? Ou est-ce que c'est juste un contrat bidon pour soutenir le club? Personne ne sait vraiment, mais une chose est sûre, la direction elle peut plus dépenser à foison. En 2 ans, le PIF a déjà mis 300 millions, mais il n'en a récupéré que 60 en vente. Les dirigeants doivent rééquilibrer les comptes, surtout vu la saison qui s'est déroulée, car la qualification en Ligue des Champions, elle a finalement fait plus de mal que de bien. Les Magpies se retrouvent dans le groupe de la mort avec le PSG, Dortmund et l'AC Milan, et terminent sans trop de surprise dernier de son groupe. Mais pour ne rien arranger, Sven Botman se rompt les ligaments croisés, les joueurs sont cramés, l'effectif termine lessivé et Newcastle finit 7e de Premier League. Déjà que les finances devaient être redressées, sans Ligue des Champions, ça devient vital. Si rien n'est fait, le club risque un retrait de points quasi certain. Alors juste avant la fin de l'exercice comptable, le club vend 2 pépites. La première, c'est Elliot Anderson, un pur produit du centre de formation pour 40 millions à Forest. Et l'autre, c'est Yankumba Minte, acheté 1 an plus tôt pour 8 millions et qui file à Brighton pour 4 fois plus. Au total, Newcastle récupère 90 millions et rentre pile dans les clous. Mais pour Eddie Howe, c'est un vrai coup dur. Je me suis senti vraiment mal à l'aise cet été quand on nous a forcé à vendre 2 jeunes joueurs vraiment talentueux contre notre gré pour des raisons financières. On se dit pourquoi on a fait tout ça au final, ça ne me semble pas très juste. Et comme un signe du destin, Anderson deviendra international anglais avec les Reds avant de devenir l'un des transferts les plus chers de l'histoire en rejoignant City. Mais malgré tous ces problèmes économiques, Newcastle continue sa progression sur le terrain. Sans Coupe d'Europe et avec un effectif plutôt stable, les Magpies repartent de l'avant. La saison se termine sans accroc, Isak plante 23 buts en championnat, le club finit 5e et se qualifie pour la Ligue des Champions. Mais surtout, pour la première fois depuis des années, il joue une finale de Carabao Cup. À Wembley, face à Liverpool, Dan Burn ouvre le score sur un corner de Trippier. Puis Isak double la mise en seconde période. Alors certes, Liverpool réduit le score dans le temps additionnel, mais c'est trop tard. Newcastle gagne 2-1. Pour la première fois depuis 70 ans, les Magpies ont enfin gagné un trophée. Après tant d'années d'attente, les supporters sont en fusion, les images de la parade sont assez incroyables, et pour eux, c'est la preuve que le projet fonctionne, que les 3 ans et demi de patience sont récompensés. Sauf que ce trophée, il va aussi signer la fin du projet, car dès l'été qui arrive, tout commence à s'effondrer. Isak, celui qui a enchaîné les pions toute la saison, veut partir. Il est écarté de la tournée de pré-saison en Asie, il s'entraîne seul et Liverpool force pour le signer. Les Reds font une première offre à 130 millions que Newcastle refuse, puis pendant plusieurs semaines, ça va traîner. Isak fait des posts Insta, Eddie Howe dément, il y a des rumeurs de partout, partira ou partira pas. Au final, l'ensemble du mercato des Magpies est en partie suspendu à ce transfert, car si Isak reste, ça montre à tout le monde que le club peut garder ses stars, qu'il est ambitieux et qu'il peut viser plus haut. Mais s'il cède, alors Newcastle reste un club tremplin, servant de simple passerelle pour viser les meilleurs clubs européens. Et malheureusement, les Magpies vont choisir l'option 2. Contre 145 millions d'euros, un record en Premier League, Isak signe chez les Reds de Liverpool. Puis dans l'urgence, Newcastle boucle l'arrivée de Nick Woltemade pour le remplacer, avant de balancer un communiqué de 36 mots à peine pour remercier le Suédois. Le club perd son meilleur joueur dans les derniers jours du mercato, le tout dans un climat délétère. L'image qui en ressort est catastrophique, avec un sentiment d'improvisation et de manque de fermeté. Et forcément, la saison qui suit devient assez cauchemardesque.
Voltema 2 marque très peu, n'arrive pas vraiment à s'imposer, et sans les buts d'Isak, la machine n'arrive plus trop à tourner. Newcastle termine 12e de Première Ligue, sa pire position depuis le rachat, et en Ligue des Champions c'est encore pire, avec une humiliation 7-2 contre le Barça en 8e de finale. Les supporters commencent à manifester, des banderoles Eddie Out vont émerger, et c'est dans ce climat anxiogène que tout va être démantelé. D'abord avec Anthony Gordon qui quitte le club pour Barcelone, puis c'est au tour de Sandro Tonali de filer direction Tottenham. À peine un an après le départ d'Isak, 2 cadres de plus s'en vont. Et c'est précisément en voyant tout ça qu'Eddie Howe va lui aussi jeter l'éponge. Le 31 juillet 2026, il annonce sa démission. Et dans son communiqué, il s'explique. Après près de 5 ans à donner ma vie, mon cœur et mon âme au club avec une énergie sans relâche, je pense qu'il est dans l'intérêt de moi-même et du club que je me retire, que je me régénère et que je prenne une pause. Derrière ces mots, il y a surtout un sentiment de gâchis. Gâchis d'abord car le club avait tout pour réussir. L'équipe était solide, le coach était bon et le club avait de l'argent. Mais gâchis surtout car il aurait pu encore rester. L'anglais voulait continuer à condition que le club recrute correctement cet été. Le problème c'est que les dirigeants ont fait tout l'inverse, préférant vendre Tonali et Gordon au plus offrant. Résultat, il a regardé son propre effectif se faire désosser et a préféré partir plutôt que de reconstruire à moitié. Et à peine son départ acté, c'est au tour de la dernière figure du projet de s'en aller. Dans les jours qui suivent, un accord de principe est trouvé entre Newcastle et Arsenal pour Bruno Guimaraes autour de 90 millions d'euros. Et Bruno, c'est un peu un symbole, c'est lui le premier grand coup du projet. C'est le joueur adoré en tribune, devenu capitaine et qui incarnait le lien direct entre le vestiaire et Eddie Howe. Bref, c'est Bruno qui devait construire le futur du club. Et lui aussi quitte le navire et comme un signe du destin pour les Gunners, l'autre club qui le voulait quand il était encore à Lyon. Un dernier exemple qui montre que le projet d'Arsenal a bien évolué depuis toutes ces années, alors que celui des Magpies, il a pas mal régressé, car quelques jours après le départ du coach, Newcastle a officialisé l'arrivée de son successeur, Matthias Geisel, un Allemand de 38 ans, formé au Red Bull Salzbourg, avec qui il a remporté 2 titres d'Autriche, avant de partir chercher un gros chèque à Al Ahly en Arabie Saoudite, où il enchaîne 2 Ligues des Champions asiatiques. Forcément, le lien entre Al Ahly, le PIF et les Magpies a dû aider, mais encore une fois, le club mise sur un profil jeune, assez méconnu, et c'est difficile de se dire si ce nouveau pari va payer. Et une chose est sûre, il ressemble énormément à un retour au point de départ. En 2021, les Saoudiens avaient misé sur Eddie Howe, un inconnu qui avait eu des résultats encourageants. Newcastle partait de rien, avec l'euphorie d'un renouveau et des propriétaires prêts à faire de gros dépôts. Mais en 2026, le club fait le même pari, mais repart presque de zéro. Alors à qui la faute? Aux Saoudiens, pas assez patients face à un projet qui demandait plus de temps, à la Première Ligue, qui a changé ses règles entre temps, ou au staff, qui n'a pas réussi à être suffisamment performant? Bah honnêtement, la réponse est sûrement quelque part là-dedans, car au final, c'est pas vraiment un échec. En 5 ans, Newcastle a remporté son premier trophée majeur depuis 70 ans et a disputé 2 fois la Ligue des Champions. Dans un championnat aussi concurrentiel, c'est pas rien. Sauf que ce bilan, il est aussi très fragile. Presque tous les joueurs cadres sont partis, leur entraîneur aussi, et personne ne sait vraiment quel est l'objectif du club. Reste donc une question en suspens qui va hanter tout le début de saison. Est-ce que Newcastle est en train de reconstruire un nouveau projet ou juste en train de retarder la fin du premier ? Voilà, c'était une petite rétrospective sur le projet de Newcastle, j'espère qu'elle vous a plu. Alors pour vous, c'est qui les responsables de tout ce marasme? Les Saoudiens, Eddie Howe ou le changement de règles en cours de route? Dites-moi tout ça en commentaire. Sinon comme d'hab, petit pouce bleu, petit abonnement ça fait toujours plaisir. Aussi petit rappel, mes vidéos sont maintenant disponibles en podcast, donc pour ceux qui veulent écouter dans la voiture ou à la salle, vous pouvez y aller. Et chaque lundi matin, j'envoie aussi un mail qui résume toute l'actu de la semaine, le lien est dans la description, c'est gratuit. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous.